Arrête. Bonjour. Ça va aller, ça va aller. 8h40, un dimanche matin, parler de l'analyse de risque. Voilà le défi qu'a lancé mon DTR. Je dis, tu te rends compte de ce que tu demandes? Oui, mais rassure pas que tu t'adresses à un démoliteur de plombier. Donc ça doit rester basique. Alors, je me suis demandé si je ne devais pas changer le titre de ma présentation et de parler plutôt d'analyse des risques pour les nuls. Vous apprécierez ou pas. Alors, qui suis-je moi pour vous parler de l'analyse de risque? Tout simplement, comme on a dit, donc je suis moniteur national et également officier et chargé de cours à l'Académie nationale de police et formateur en gestion négociée de l'espace public. C'est la nouvelle appellation soft pour parler du maintien d'ordre, où il y a quand même pas mal de risques. Et également de la planification d'urgence, où il y a évidemment beaucoup d'autres risques. Voilà. Alors, dans le cadre de mes activités professionnelles, accessoires, j'ai dû rédiger plusieurs analyses de risques dans le cadre professionnel. Une analyse de risque, à quoi ça sert? Pourquoi faire? Bien, si vous regardez les cours généraux de l'ADEPS, moniteur sportif initiateur, dans la rubrique aspect sécuritaire et préventif, vous allez voir noir sur blanc ce que c'est qu'une analyse de risque. Enfin ici, c'est noir et rouge. Il est important, avant la mise en place d'une activité, de vérifier un certain nombre de points liés à la sécurité. Analyser les risques potentiels liés à une activité sportive permettra la mise en place de mesures de prévention visant à éliminer les risques les plus graves. De plus, les conditions de pratique sportive devront être aménagées de manière à ne générer aucun risque pour les participants à l'activité. Voilà, vous êtes informés, c'est repris textuellement dans les cours de l'ADEPS. L'analyse de risque prend de plus en plus d'importance dans tous les domaines. Dans la police féodale, par au fédéral, il n'est plus question d'acheter un bic sans passer par une analyse de risque. Okay? C'est une image un peu caricaturale, mais c'est ça. Pour toutes nos activités, et dans le privé c'est la même chose, dans les sociétés c'est la même chose, il faut une analyse de risque avant d'entreprendre toute l'activité. Pas d'analyse de risque, vous n'en faites pas, c'est comme vous voulez, mais vous risquez de... Je pense que c'est suffisamment parlant, les poursuites pénales seraient possibles, et l'autre risque évidemment, c'est de devoir casser votre tirelire parce qu'il y aura des dommages et intérêts qui seront réclamés. Alors, la méthode d'analyse de risque que je vais vous présenter, il y en a d'autres. C'est une méthode qui est basée essentiellement sur une analyse qualitative et non quantitative. On ne va pas s'intéresser à toute une série de calculs savants avec des chiffres scientifiques ou pseudo-scientifiques. C'est une analyse qui est basée essentiellement sur le bon sens et sur l'équilibre entre les dangers et les mesures préventives que l'on va prendre pour éviter justement ces risques. D'abord, une petite définition de ce que c'est un danger. C'est une menace susceptible d'altérer significativement l'intégrité physique d'une personne. Vous liez quelqu'un sur les rails du TGV, je pense qu'elle est en grand danger. Okay. Sauf si, une fois, la SNCF ou autre fait grève, ça arrive souvent. Le risque est une possibilité de survenance d'un événement qu'on va dire indésirable, la probabilité d'occurrence d'un péril probable ou d'un aléa. Ou alors, qu'est-ce que c'est un aléa? Eh bien, c'est une tournure imprévisible d'un événement. Okay, tout simplement. Prédire ou prévoir les conséquences de ces tournures d'événements, c'est mettre en place des mesures pour les éliminer, fait partie de l'analyse de risque. Okay. Jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Non? Autant que vous réveillez, c'est parfait. On va procéder à une analyse en deux temps.
quand vous faites de la planification de vos plongées, enfin, je suppose, vous avez une phase qu'on appelle la planification statique, et bien ici également nous allons faire une analyse statique. Et cette analyse statique sera une analyse générale. Elle est faite, elle a été mise à la disposition de la commission de l'enseignement, et vous pourriez bien sûr la compléter. Donc, qu'est-ce qu'on va analyser? On va analyser les dangers. Ces dangers sont déjà longtemps connus par vous tous, puisque vous pratiquez votre activité depuis de nombreuses années, d'après ce que je vois, d'après l'âge moyen des assistants dans cette salle. Et ces dangers sont liés à la pratique de notre activité sportive, qui est cru. L'analyse dans le temps, on va faire sur le site de plongée une analyse dynamique. Une analyse dynamique qui va tenir compte notamment des conditions météo normales, l'état de la mer, le courant, conditions de mise à l'eau, conditions de visibilité, les risques liés à la faune et à la flore, bref, tout ce qu'on prend comme paramètres supplémentaires pour faire notre analyse. La proximité ou non d'un centre de recompression hyperbare sont d'autres exemples de cette analyse qu'on va dire dynamique qu'on va réaliser sur le site même ou juste avant d'arriver sur le site. Alors, est-ce que vous allez plonger? Celui qui lève le doigt peut sortir. C'est qu'il n'aurait rien compris jusqu'à présent. Donc, c'est tout simple. Vous allez plonger dans une mer pareille, si vous avez un accident, on vous demandera est-ce que vous avez tenu compte de l'état de la mer? Oui, j'en ai tenu compte. Je voulais me débarrasser de mon body. Alors, comment est-ce qu'on va procéder à cette analyse de risque? En fait, c'est une méthode comme une autre. Donc, on va s'intéresser aux circonstances. On va déterminer l'activité. À votre avis? Non? Plonger sous-marine, tout simplement. De quels moyens dispose-t-on? On a les moyens individuels, le matériel, de tout un chacun, et ce qui sera complet et en ordre. Déjà, une première partie des circonstances. Et est-ce que le matériel de sécurité est bien présent et fonctionnel? Donc, effectivement, ce sont des circonstances. Est-ce que le bateau est en ordre? Est-ce qu'il est correctement et complètement équipé pour effectuer une plongée en toute sécurité? Encore dans les circonstances, on va s'intéresser à l'environnement. L'environnement, on en a déjà parlé, c'est l'état de la mer, les courants, courants, etc. Type du fond, épave, faune et flore. Et, je vais ajouter là-dessus, également les conditions de récupération des palanquiers, etc. Et bien sûr, on va s'intéresser aux participants. Quel est le niveau? Est-ce qu'ils ont des limites? Est-ce qu'ils sont dans état? Est-ce qu'ils n'ont pas abusé la veille du 3e palier, etc. Mais les participants, c'est bien sûr également votre public cible. Ensuite, on va s'intéresser aux dangers potentiels. Et on va dresser une liste de ces dangers potentiels. Qu'est-ce qui est susceptible, dans notre activité du jour, d'engendrer des conséquences dommageables pour les participants? Et bien donc ça, il va falloir établir cette liste et donc pour compléter le tableau de votre analyse. Cet exemple, est-ce que la prise d'air du compresseur est bien orientée? On va évaluer ces risques, on va se dire quelle est la probabilité de survenance de ce risque et quelles seront les conséquences s'il se passe quelque chose. Et in fine, après avoir comparé ça entre la probabilité de survenance et également les conséquences que cela peut avoir, et on va se dire est-ce que le risque est-il ou non acceptable?
Si le risque n'est pas acceptable, bien, il faudra renoncer à votre activité. Si le risque est acceptable, le risque zéro n'existe malheureusement pas. Si le risque est acceptable, après avoir pris toutes les mesures de prévention possibles, à ce moment-là, vous pourrez dire qu'on peut pratiquer la plongée en tenant compte évidemment que le risque zéro n'existe pas. On va prendre des mesures. Ces mesures sont destinées tout simplement à diminuer les risques. Quelles mesures faut-il prendre pour diminuer ces risques? Qu'existe-t-il déjà? La formation, le matériel entretenu, les recommandations de sécurité, la présence de matériel de sécurité à bord, des briefings complets et le respect de nos règles de l'enseignement. Et tout ça, ce sont des mesures qui existent, que tout le monde connaît et j'en suis sûr que tout le monde applique les yeux fermés, sans se poser de questions. Et donc ça contribue effectivement à diminuer les risques. Et que peut-on faire encore de plus pour réduire le risque? Et, la mer est un peu forte. Si je jette une ligne, comme on dit, de vie à l'arrière du bateau, c'est une mesure supplémentaire que je prends, matériel que je prends pour récupérer mes palanquets et donc éviter un risque supplémentaire. Et après avoir donc fait l'analyse des risques, de leur probabilité et des mesures que je prends pour les diminuer, il me reste à analyser le risque résiduel. Risque résiduel qui devrait être au minimum acceptable pour pouvoir entreprendre mon activité de plongée. Est-il ou non acceptable? Ça sera la grosse question, et s'il ne l'est pas, il faudra prendre soit des mesures supplémentaires, si c'est encore possible, ou alors tout simplement renoncer à notre activité. Définir une organisation de plongée semble évidemment intéressant, et on entend par l'organisation d'une activité de plongée sous-marine en espace aquatique ouvert le fait de planifier, de gérer et d'effectuer une plongée en milieu naturel, que ce soit un lac, que ce soit un plan d'eau, que ce soit la mer, une carrière inondée, un plan d'air, tout ce que vous voulez, là où vous pratiquez vos activités de plongée de manière régulière. On va dresser un tableau à 4 colonnes. Dans la première colonne, on va retrouver l'identification des dangers et des risques pour prévoir les mesures de prévention. Donc on va lister ces dangers. Dans la deuxième colonne, on va dire quelles sont les personnes qui sont susceptibles d'être exposées à ce risque. Dans la troisième colonne, on va indiquer les mesures qui existent déjà et les mesures que l'on peut encore prendre pour diminuer ce risque. Et dans la quatrième colonne, on va arriver à la conclusion du risque résiduel selon 2 critères, le critère de probabilité et le critère de conséquence. Alors, on va utiliser un grand P pour dire que la probabilité de surveillance est assez élevée, un grand C pour dire que les conséquences du risque sont élevées, un petit P pour dire que la probabilité est réduite, et un petit C pour dire que les conséquences sont réduites. Et jusque-là, c'est très simple, de lettres majuscules, minuscules, je montre les recours. Si j'ai une probabilité réduite et des conséquences réduites, je peux dire que mon risque est acceptable. Si j'ai une probabilité réduite avec des conséquences élevées, je peux dire que mon risque est potentiellement important ou critique. Si j'ai une probabilité élevée et des conséquences réduites, je parle d'un risque important, et évidemment, si j'ai une probabilité élevée et des conséquences élevées, je suis dans un risque critique qui me dit, voilà, ou bien tu prends d'autres mesures, ou bien tu t'abstiens de pratiquer ton activité sportive.
Donc on va représenter ça sur base d'un simple schéma avec la probabilité ici et les conséquences de ce côté-là. Je fais probabilité réduite et donc conséquences réduites, je suis dans un risque acceptable. Les conséquences sont élevées, mais la probabilité de survenance est toujours réduite. Je suis dans un schéma potentiellement critique, jusqu'évidemment, conséquences élevées, probabilité élevée, donc critique est là. Ça signifie pour vous, gros feu rouge, on ne plonge pas, ou on renonce à notre activité, ou tout simplement on prend d'autres mesures pour arriver à un autre type de risque potentiel. Si le risque est acceptable, c'est-à-dire faible probabilité et faible conséquence, on n'a pas de mesures particulières à prendre, outre bien sûr le respect de nos mesures et de nos règles de sécurité habituelles. Tout simplement. La sensibilisation est requise, on reste dans notre routine, en sachant que la routine tue. Donc on va quand même faire attention, on va quand même rester éveillé, mais il n'y aura pas de mesures supplémentaires à prendre. Pour un risque important et des conséquences réduites, on va prendre des mesures pour prévenir les dommages. Un risque potentiellement critique, on va prendre des mesures pour limiter ces dommages, puisque les conséquences seront élevées. On va plus travailler sur la limitation de ces dommages. Et donc le risque critique, comme je l'ai déjà dit, probabilité et conséquences élevées, on va renoncer à l'activité, tout simplement. Et ça se présente comme ceci, sur un tableau. Dans la première colonne, comme je dis, on prend un danger. Ici, un exemple qui est issu de l'analyse de risque qui sera prochainement à votre disposition sur le site de la Libra, je crois. Donc, on n'aura aucune information insuffisante ou peu claire sur le lieu, le terme, la date de l'activité et les normes de sécurité. Ça, c'est une des rubriques qui se trouve dans l'analyse qui est à votre disposition. Qu'est-ce qui est le risque par rapport à ça pour le participant? C'est chaotique, il y a une forme de désorganisation, il y a de l'incertitude, ça peut amener de la frustration, du mécontentement, des conflits parce qu'on ne comprend rien, non-respect des normes, incidents et bien sûr accidents pour terminer dans la suite logique de l'évolution. Ça concerne qui? Les personnes concernées, vous les retrouvez dans la deuxième colonne. On retrouve bien sûr les moniteurs et bien sûr vos plongeurs. Et quelles sont les mesures déjà existantes pour éviter ceci? Eh bien, on va annoncer l'activité suffisamment à temps avant la date de celle-ci. Donc tout le monde est déjà au courant de la date de l'activité. Okay? On va fixer les conditions de participation, niveau de brevet, visite médicale, cotisation, et on dresse la liste de participants. Okay? Donc on sait que il faut être en ordre de visite médicale, qu'il faut avoir un niveau de brevet, et qu'il faut évidemment être en règle de cotisation, d'assurance, etc. Donc au point de vue de l'administration, c'est en ordre, et les gens reviennent dans des schémas classiques d'organisation, et ils se sentent déjà un peu rassurés. L'organisateur va inviter les participants à tenir leurs données personnelles et médicales à disposition, bien sûr en veillant à la protection des données sur la vie privée, enveloppe scellée à n'ouvrir qu'en cas de nécessité et à restituer en fin d'activité. Ça contribue quoi à la sécurité de tout un chacun. S'il arrive un petit incident, la personne a remis son dossier médical et les médecins pourront le prendre en charge de la meilleure façon possible. On est à un certain donné que le moniteur de projet ne connaît pas. Et par ce fait, on respecte effectivement la vie privée et ce sont des données effectivement à caractère personnel. Si les participants n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité, les parents vont avoir autorisé leur participation. Ça, c'est d'un point de vue un peu plus légal. Ils rassemblent les informations concernant le site de plongée, donc effet du panneau. On se retrouvera ici, donc
avec les réglementations locales, les numéros d'appel d'urgence, la présence ou non d'unités de soins intensifs, sécurité encore, les moyens de sécurité disponibles sur place ou à emporter, les caractéristiques du site de plongée, les dangers éventuels, les limites de profondeur imposées, etc. Donc on peut encore en trouver d'autres. Il y a des premiers, donc ceci est un tableau qui sera à votre disposition. Ce tableau, vous pouvez le compléter comme vous voulez. Vous pouvez ajouter d'autres mesures que vous prendrez et on peut effectivement ajouter comme rédaction susceptible d'amélioration des mesures supplémentaires. On va établir une feuille de palanquée, c'est certain. On va établir une forme de dossier, la répartition des responsabilités, qui sera chef de palanquée, qui sera responsable de la sortie. Donc, quelles sont les mesures de sécurité que vous allez donc prendre? Vous allez demander aux gens de ne pas dépasser un certain nombre de minutes sur le fond, par exemple, pour éviter des paniers trop longs. Ce sont des mesures que l'on peut prendre sur le site même. Des recommandations faites aux participants. Vous allez organiser un briefing général de votre plongée à destination des chefs de palanquée. Ça contribue à la sécurité, ça contribue à l'information et vous rassurez vos gens et donc vous évitez ce risque d'incertitude, de frustration, etc. Au plus les gens sont informés, au mieux, évidemment, ils pourront profiter de leur plongée et ne pas entrer dans ce schéma-ci. Les feuilles de palanquée, les numéros de téléphone utiles, tout ça contribue bien sûr à la sécurité. Et alors, quand je vois tout ça, je me dis, en prenant toutes les mesures qui existent, tiens, je dois évaluer le risque. Est-ce que après avoir pris toutes ces mesures, la probabilité de trouver du chaos de la désorganisation, incertitude, frustration existe encore? La probabilité est faible. Si j'ai correctement informé tous les gens, ici, aucune information, etc., si les gens sont correctement informés, la probabilité qu'ils soient frustrés, mécontents, etc., a fortement diminué. Et quelles seraient les conséquences, c'est-à-dire les dommages physiques pour les participants dans le cadre de ceci, de ce thème-ci, puisqu'on a évité qu'ils se tapent sur la figure, un mécontentement, etc., je pense que les conséquences peuvent être qualifiées de faibles également. Donc, le risque résiduel, ici, est tout à fait acceptable. Je ne dis pas qu'il y aura encore peut-être un jaleur, parce que ça existe dans tous les clubs de plongée. Il y a un jaleur qui pourra dire je suis quand même pas gros. Ok. Voilà. Allez, là c'est à vous de jouer, là c'est parler. On va dresser ensemble un tableau à 4 colonnes pour les dangers et les risques suivants. Danger. Les participants ne savent pas exécuter correctement les exercices par manque de technique ou de connaissance de protocole. Okay. Quels sont les risques? Si on ne connaît pas la façon de procéder à l'exécution d'un exercice, vous pouvez vous imaginer ce qui pourrait se passer, des incidents, peut-être un accident, une charge psychique et bien sûr de la frustration parce que la personne va probablement, plus que probablement, rater son exercice. Et donc on sera dans ce schéma. Ça concerne qui? Dans la troisième colonne, qu'est-ce que vous allez mettre? Ça concerne la frange auditeur et les plongeurs. Le public chez nous, il n'est pas très varié. Donc c'est généralement les auditeurs et les plongeurs. Voilà. Donc dans d'autres activités, on a un public très restreint, mais il faut en tenir compte. Et c'est pas parce qu'on a un beau t-shirt avec 3 étoiles d'auditeur sur sa poitrine qu'on n'est pas concerné au contraire par ce genre d'homme. Donc, on va devoir relever le tableau, afin qu'on puisse expliquer en dessous. Je vais mettre à genoux, ça sera plus facile.
Alors, donc on a identifié les dangers. Les dangers sont identifiés. Après ça, on se demandera pourquoi j'ai un Lupagor à la fin de l'exposé. Donc on a le public cible. Voilà, ici. C'est plus simple qu'on interrompt la présentation. On relève le... Bon. Le projecteur là, Johan. B, Pour ceux qui avaient déjà oublié, donc on travaille sur la méconnaissance des protocoles. Et les risques, je vais rappeler, les risques d'incident, frustration. Public cible. Tous. Bravo. Quelles sont les mesures qui existent? On passe tous ensemble. Recyclage de moniteurs. Pardon? Recyclage de moniteurs. Exact, oui. On va pas commencer, on va pas partir, ça va. Pardon? Recueil des épreuves. Exact. Il est à jour? Oui. Oui. Et on va ajouter, si on parle des exercices extérieurs, à jour, dans d'autres. démonstration. Démonstration. Ah, le moniteur va d'abord descendre à 40 mètres de l'exercice. Pour démontrer comment ça se fait et puis on va y penser. Détailler l'exercice. Oui, il faudra au moins deux congés. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qui est Rappel des protocoles. Bien, merci d'être venu. Cours théorique. Ouais, cours théorique, ouais, bon, ouais, pourquoi pas, ouais. Je vais le mettre ici. Hein. Respect du protocole. Respect du protocole, oui, effectivement, mais on parle de la méconnaissance des protocoles. Il faut le rappeler d'abord. Alors d'abord, il faut le connaître avant de le respecter. Enfin, c'est la logique. Ok, qu'est-ce que le moniteur peut faire encore? Détailler les critique.
l'exercice. Les critères d'échec et de réussite. Donc définir les points critiques d'évaluation. Point de réussite, point d'échec. Justifier. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire d'abord? D'abord, il va demander à son élève, enfin, c'est ce que moi je fais, là, vous en faites ce que vous voulez, si au moins il a été voir, et au moins lire avant de se présenter sur le site de projet le protocole de l'exercice. Parce qu'un gars qui vient sur le bord de l'épreuve, il dit: ah, je voudrais passer mon 2 épreuves. Oui, très bien, je vais faire un exercice, lequel tu choisis. J'ai dit: tu viendras la semaine prochaine, et tu choisiras entre temps une semaine pour réfléchir. Et ça se prépare, donc il y a quand même, vous ne devez pas, en tant que moniteur, assumer toutes les responsabilités. Chacun a sa responsabilité. Dans une analyse de risque, c'est la même chose. Tout le monde doit y contribuer, et ce n'est pas uniquement de votre ressort, et uniquement de votre ressort, c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, on peut parcourir ensemble, effectivement, donc, le protocole avant de se mettre à l'eau, pour éviter tout malentendu. Et une fois qu'on sera bien d'accord sur le déroulement de ce protocole, on va un peu relever le drapeau de la différence entre temps. Sinon la présidente va tirer la gueule. Donc, une fois qu'on aura parcouru le protocole, on pourra, comme dit justement Esther, donc fixer les facteurs critiques de succès de l'exercice, hein. Et dire qu'est-ce qui est rédhibitoire et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est fixer pourquoi un exercice peut s'arrêter si les normes de sécurité ne sont pas respectées. C'est la présidente qui l'a dit. Donc le respect de la sécurité. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Une analyse de risque dynamique. Et on constate effectivement que si on continue à partir dans un exercice qui est mal exécuté, que ça peut avoir des conséquences importantes, avec une probabilité de survenance importante. On arrive dans un risque critique et on arrête l'exercice. Et là, c'est de votre ressort. On est à ce moment-là en plein dans la dynamique. Voilà. On arrive à un cocktail explosif, effectivement, probabilité, conséquences élevées, et donc on doit absolument interrompre l'exercice. C'est à vous de travailler, c'est pas à moi. La mesure de base, mais je ne sais pas si on peut la mettre dans l'exercice, mais Ça va aller plus haut parce que je suis si la personne est en bonne condition physique à ce moment-là, c'est les risques. Bon, c'est pas tout. C'est pas tout. Et aussi, voilà. Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il est enrhumé? Est-ce qu'il sort de la rue? Est-ce qu'il est trop criminalisant la veille, donc pour parler français? Tout ça, ce sont des éléments. Est-ce qu'il est en bonne condition? Depuis quand il a pu plonger quelque part? Parce que, bon, il ne va pas faire une plongée de réhabilitation, enfin, de réhabilitation. Réadaptation, pardon. Il ne doit pas faire de plongée de réadaptation, mais ça fait 2 mois et demi qu'il a pu plonger. Vous allez autoriser un exercice de remontée après 2 mois et demi d'absence de pratique. Vous l'avez plus vu au bassin, il se présente parce qu'il est pressé de faire ses exercices. Du jamais vu, hein, bien sûr. Et donc, Le milieu dans lequel se passe l'exercice. Si le site est adapté. oui, mais ça se fait dans les mesures existantes. Moi, je dirais aussi le contrôle du manuel du candidat, parce que parfois ils arrivent avec une tenue qui n'est pas correcte, ou un
Un gilet ou un t-shirt qui sont Je vais faire un exercice de remontée avec gilet et son gilet tient avec des élastiques et des ficelles. Oui, il est exagéré quand même. Bon, mais pas tous ensemble. Le pouvoir, on n'entend plus rien. Aptitude de moniteur. Bon, ben, c'est le monsieur derrière qui avait levé le moyen, donc voilà. Ben, bien, je vous écoute. Il se rend compte. Je pense que c'est un de sécurité active de certains exercices. Alors là, j'ai rien compris. Mais c'est la sécurité active lors de certains exercices, une sécurité de surface. Parfois, quand il y a une remontée technique, malheureusement un exercice. Non, ce que je veux dire, c'est que si maintenant on fait un exercice de remontée technique, qui n'est quand même pas un exercice qui est anodin, une sécurité active en surface est souvent oubliée, et généralement c'est là qu'il peut y avoir un accident. Oui. Est-ce que ça intervient bien dans la méconnaissance des protocoles? Le danger, il est là. Le matériel. Le matériel, non. L'aptitude du moniteur. Est-ce que ça intervient dans les méconnaissances des protocoles? Non, parce que je veux dire que si Contrôle du le matériel, moniteur il connaît son protocole, mais qu'en fait lui n'a pas la maîtrise technique, ou il n'a plus l'âge, ou il n'a plus, il est lui-même pas en position, on n'est pas dans le profil du candidat, on est dans le profil du moniteur. Oui. Est-ce que le moniteur connaît le protocole? Non, est-ce que le moniteur peut, par exemple, peut surveiller une épreuve? Le monsieur, il a dit qu'on travaillait sur la méconnaissance de protocole. Le monsieur, il n'a pas parlé de l'état physique ou psychique du moniteur. Alors, on contrôle matériel, on peut être facile. Les matériels. En principe, oui, on commence à déraper, hein, donc on revient bien à notre thème, c'est la méconnaissance des protocoles. On fait les polices. Je suis moniteur, je connais le protocole, mais je suis désolé, je représente un risque potentiel et parce que je ne suis pas capable de faire cet exercice-là. C'est un autre risque. C'est pas celui-là qu'on parle maintenant. Alors, est-ce qu'on tu connais les protocoles? Je ne trouve pas là. Si tu me dis toi-même je connais le protocole, je sors de ce thème-ci. J'ouvre un autre thème, on a fait le mec. Non, non. Je suis moniteur, j'ai 70 ans, je connais le protocole. Ouais. Je plonge régulièrement. Ouais. Mais l'épreuve à 40 mètres, c'est peut-être pas pour moi, parce que je ne suis pas en état si jamais il y a survenance d'un accident. C'est pas la méconnaissance. C'est l'analyse de risque, parce que le moniteur. Parce que si tu parles du profil du candidat, méconnaissance du protocole, ben, le candidat, mais par rapport à la méconnaissance du protocole, il n'y a pas de vérification en fait sur le profil du candidat. C'est vrai. Moi, hein, c'est vrai. Et on a un peu dérapé. Hein. J'étais tellement enthousiaste que je me suis laissé emporter par l'enthousiasme de la masse. Ça fait partie des dangers. Oui, voilà. C'est des risques. Bon, et après avoir fait tout ça, si le candidat est allé au cours théorique, si le moniteur s'est fait recycler et a bien relu la dernière édition du recueil des épreuves, okay. Si les gens se sont entraînés et on peut décortiquer certaines phases de l'exercice qui contribuent à la connaissance de cet exercice, si on a parcouru le protocole ensemble avant de se mettre à l'eau, si on a bien fixé les critères de réussite et qu'on tient en compte cet aspect-là, c'est-à-dire on rentre alors dans l'exécution de l'exercice, le profil du candidat, on laissera tomber, pour faire plaisir. Voilà. Ça aussi. Et le contrôle du matériel, oui, effectivement,
je le laisserai contracteur de sécurité. Et donc après avoir fait tout ça, à votre avis, on parle de risque. Est-ce qu'il y aura un incident? Une probabilité. Un accident. Attention, ici, dernier point, signalé par la présidente. Et également, on va conclure que c'est relativement réduit. La charge psycho. Enfin que si vous le mettez pour son exercice, il sera frustré, mais ça c'est normal. Bon, c'est pas rien fait. Non. Mais non, si tu donnes bien les points d'échec, c'est pas pour ça qu'il va nous parler. Pour dire les phrases, il ira son exercice, il ira. Ce genre de tempérament, oui. Même si c'est sa faute, ça sera quand même la faute de deux. La frustration, mais bon. Voilà. Donc on peut conclure, in fine, que la probabilité est faible et que les conséquences sont faibles. Voilà, vous avez fait votre analyse de risque. Et donc, dans l'analyse de risque qui vous est proposée, vous avez différents thèmes, et vous allez voir les dangers, les risques qui est concerné sont toujours les mêmes, et les mesures que l'ANIFRAS a déjà prises. Et puis vous allez voir la conclusion. Ce schéma, vous pouvez bien sûr le compléter. Ce qui nous intéresse évidemment pour vous moniteurs, c'est d'avoir votre feedback, et vous avez peut-être en cours d'activité, vous allez probablement déceler d'autres facteurs qui pourraient venir s'insérer dans la première colonne. On vous invite évidemment à les communiquer à la commission de l'enseignement, qui pourra compléter petit à petit ce tableau, cette analyse de risque qui est à la disposition de tout le monde. Donc on ne vous impose rien, on vous propose et on vous demande votre participation. Et il y a plusieurs profils de plongée, on a tous notre expérience personnelle, et si on met ça tous ensemble, je pense qu'on arrivera à quelque chose d'assez complet. N'oubliez pas que s'il y a un problème, première chose qu'on viendra vous demander, est-ce que vous avez fait votre analyse de risque? On a un exemple professionnel. Vous avez probablement tous en mémoire la fameuse manifestation du 6 novembre 2014 où les dockers anversois sont venus mettre le feu à Bruxelles. Donc c'était tous des fans de Johnny Hallyday. Il y a eu 150 décès parmi les forces de l'ordre. Bien sûr, ça interpelle. 150 décès sur une manifestation, ça fait un peu cochon. Alors, les syndicats montent au créneau, et une grosse réunion syndicale. Première question des syndicats à l'adresse du GOLD, c'est-à-dire de l'organisation du service d'ordre pour la police. Et à l'époque, c'était le commissaire divisionnaire de la ville de Bruxelles, de la police de Bruxelles, capitale Bruxelles. Toute première question. Monsieur le commissaire divisionnaire, avez-vous fait votre analyse de risque? Et monsieur le commissaire divisionnaire a répondu il n'y a pas eu d'analyse de risque. Le syndicat a répondu à ce moment-là, nous allons déposer plainte contre vous parce que vous êtes en infraction avec la loi, tac, tac, tac. Et donc voilà, les conséquences pour vous, pour moniteurs de plongée, peuvent être importantes. Donc, vous avez une analyse de risque qui est faite, vous pouvez la compléter. N'oubliez pas le volet de l'analyse dynamique, très important. On sait vous donner un canevas général, mais pour chaque site de plongée, pour chaque plongée, il y a peut-être des choses à prendre en considération. Ok?
On les a vues, ces circonstances, mais il faut s'y attacher et il ne faut pas les négliger. Parce qu'une plongée dans une mer par force 5, c'est évidemment pas une plongée en mer par force 1. Et il y a beaucoup de différences et il faut s'adapter. Okay. Alors, est-ce qu'on peut revenir à la projection, monsieur le technicien chef? Je pense qu'il faut aussi là-dessus tout le message. Oui. Roland. Non, je voudrais peut-être, si je peux me permettre, mettre un petit bémol à ce que tu viens de dire par rapport au risque judiciaire de l'analyse de risque. Si ici le moniteur n'a pas fait d'analyse de risque dimanche prochain sur son site de plongée par rapport à l'épreuve qu'il réalise, vous constaterez quand même que avec la collaboration de chacun, les documents existent à la LIFRAS, c'est-à-dire le recueil. Donc tout ça est déjà existant. Donc, ici, on les formalise en les mettant dans des colonnes et en étant précis. Évidemment, ça facilite la vie au cas d'un événement et d'un accident. On pourrait vous demander l'analyse de risque et vous pourriez évidemment sortir tous ces documents. Donc ne commencez pas à angoisser et à refuser la semaine prochaine tous les exercices des candidats en disant non, je n'ai pas fait d'analyse de risque. Voilà. Il est clair que sur des situations qui sortent de l'ordinaire par les plongées hebdomadaires que l'on fait, une analyse de risque reste pertinente. Mais ne pas angoisser les moniteurs avec le risque de dire l'analyse de risque existe, voilà. On me demande des explications, voilà notre analyse de risque concernant ce problème. Évidemment, c'est idéal de faire une analyse de risque pour toutes les activités que l'on a, hein, mais je ne pense pas qu'il y en ait un qui ait fait une analyse de risque ici, dimanche prochain, sur l'épreuve de remontée MC2 ou MC3 ou MC4, je ne sais pas. Cette analyse de risque a été faite déjà. Elle a été faite. Non, mais je veux dire, il y a certains exercices qui ont disparu. La remontée sans embout, elle a disparu. Pourquoi? Parce que le risque d'accident avait été évalué par la commission médicale, je ne sais plus si les souvenirs sont bons, mais c'était à 0,2%. Donc malgré ce risque très faible, l'exercice a été remplacé par la remontée assistée à l'aide. Et la remontée sans embout a été abandonnée parce qu'il restait un risque donc, que l'on a jugé au sein de la commission qu'on aurait pu prendre. Voilà. Mesures existantes, je reviens sur ce que vous avez dit, on va voir qu'est-ce qui figure dans votre analyse de risque qui est à votre disposition. Il y a les points de préparation théorique, vous en avez parlé. Les exercices effectués en AR qui donc préparent les participants à la réalisation des exercices, vous en avez parlé aussi. Avant l'exécution de l'exercice, le moniteur revoit le protocole avec l'élève, le commande, explique les points d'attention particuliers et prodigue les conseils d'exécution. On en a parlé. L'élève est épaulé, accompagné et dirigé de manière permanente et constructive par son moniteur pour éviter qu'il soit perturbé. Qu'il ressent de la frustration. Okay. Le nombre de plongeurs est limité. Oui. Il existe des normes pour la composition des palanquets pour certains exercices. Comme ça, le moniteur peut focaliser toute son attention sur le déroulement de l'exercice si on revient à ce qu'il dit dans la précédente. Le moniteur, s'il peut, laisse-t-il nécessaire à interrompre à tout moment l'exécution de l'exercice. Les plongées, vous comprenez quel exercice impliquant une remontée sont réalisées selon la course de sécurité, etc. Voilà. Il existe un recueil concernant les différentes épreuves en DAO avec les critères objectifs de réussite. Voilà. Et on est arrivé à la même conclusion.
Est-ce qu'on a encore le temps? Bon, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui... Mais Grosse minute, 30 une secondes. grosse minute, il reste une grosse minute. Ça sera pas aussi. J'aurais aimé pour aider nos amis qui réfléchissent là-dessus pour le moment, avoir votre avis, mais donc, malheureusement, le temps imparti est déjà passé. Alors, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Ouais. Combien doit-on faire d'analyse de risque? Rien que pour l'exercice, tu parles d'un cas, la même connaissance du protocole. On peut parler d'un autre problème, rien que pour les exercices, l'état physique du candidat, l'état physique du moniteur, la situation locale. Ouais. Donc je vais faire 10 analyses de risque pour une plongée exercice. Ouais. Ou je dois faire tout en melting pot. En fait, je vais vous renvoyer pour répondre à la question, je ne vais pas l'éviter, je vous invite à vous renvoyer au document qui sera mis à votre disposition. Ceci est un des problèmes qui est évoqué. Il y en a d'autres, il y a une série d'autres. Et donc, vous allez trouver les réponses là, pour plusieurs points différents dans l'analyse de risque qui a été faite. Donc, faites encore une fois, vous pouvez la compléter. Vous pouvez nous faire part de vos observations, de vos suggestions, de vos remarques. Elles seront prises en compte, bien entendu. On est tous moniteurs, donc il faut faire vivre ce tableau, tous ensemble. On a le grand avantage d'avoir ici un panel de personnes qui ont des expériences différentes. Faites-les partager pour faire progresser ce tableau. Ça sera bénéfique à tout le monde. Okay? Et ce tableau est à votre disposition. Si un jour on vous demande des comptes, écoutez, voilà, ça c'est l'analyse de risque qu'on applique à la licence. Elle existe. Ce qui ne vous empêche pas de faire votre analyse dynamique parce que là, malheureusement, c'est en fonction des circonstances locales. Et là, vous allez devoir vous adapter. Je vais prendre le pendant, hein, nous autres on exercice, on effectue des exercices de maintien d'ordre, on emploie des moyens spéciaux, etc. Donc, il y a une analyse globale qui est effectuée. Au moment où j'arrive sur le terrain d'entraînement, je vais encore me balader une dernière fois, pour voir s'il n'y a pas des risques qui sont venus s'ajouter et que je vais devoir prendre en considération. Donc je fais une analyse de risque. Est-ce qu'il gèle? Est-ce qu'il ne gèle pas? Est-ce qu'il pleut? Est-ce que ça dérape? Est-ce que le sol est trempé ou pas? Tout ça, ce sont des éléments que je prends en compte dans mon analyse de risque dynamique. Voilà. Oui. Est-ce que l'analyse de risque doit être écrite? Ou ça peut être... Elle est écrite. Donc à un moment donné, on ne sait pas faire, parce qu'on va s'adapter. Elle est écrite. L'analyse de risque global est écrite. Okay. Oui. Vous pouvez l'utiliser, c'est un support écrit. Est-ce que vous devez faire une analyse dynamique écrite? Ça devient possible. Si vous faites votre analyse dynamique et que vous prenez les mesures nécessaires, est-ce qu'il faut écrire? Non, je ne pense pas. C'est une réaction à ce moment-là. Moi, quand je fais le tour de mon terrain d'exercice, je ne vais pas noter, tiens, ici, il y a un pavé décelé. Et là, il y a un boubois qui traîne sur le sol. On doit se justifier à un moment donné. On doit se justifier à un moment donné. On peut dire, voilà, là comment vous voyez... Si vous incluez vos éléments d'analyse dynamique dans votre briefing, dans le briefing général, ça suffit. Hein. Il y aura bien quelqu'un qui va dire, oui, on en a parlé, hein. Donc, ou j'en ai parlé dans mon briefing. Et si nécessaire, sur votre feuille de palanquée, vous pouvez rajouter quelques éléments comme ceci, pour dire que ça a été cité au briefing. Voilà. Bien. Oui. Roland, pour répondre à la question aussi, il y a quand même un cas où l'analyse écrite est obligatoire, si je ne me trompe pas, en Zélande, c'est une réglementation de la province. Donc là, il faut une trace écrite de l'analyse dynamique. Dans les autres cas, on peut récupérer ton document lorsqu'il y aura un problème, mais en Zélande, on est quand même obligé d'avoir une trace écrite pour les en cas de problème. Il y a une législation là-bas, ici en Belgique, pour l'activité, on a encore de législation. Est-ce qu'il faut s'en plaindre, s'en féliciter? Non, c'est lui. D'autres questions? Il reste 10 secondes. Si tu as fait une analyse de risque, sur base de la feuille de palanquée, tu peux mettre des informations sur base de la sécurité dynamique. Mais ce document, tu gardes combien de temps? Bien, moi quand je fais une sortie, je fais un rapport.
il est dans les moindres moments. Si j'en ai plus, lui il en a. Et comme pour tous les exercices qu'on effectue, il y a toujours un rapport d'exercice. Il y a eu un incident, on est dans le rapport d'exercice. Pour chaque sortie, que ce soit ici donc une sortie épreuve, etc., le candidat a raté son épreuve, Pour quelle raison? C'est marqué dedans. Et j'envoie ça à mon chef d'école. Et moi, dans la mémoire de mon ordinateur, j'ai le rapport de ma solution. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. C'est fini.